Bonjour, bienvenue ce matin, 7 mai, à notre conférence virtuelle. Je suis Sylvie Castonguay, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. C'est la dernière conférence de la série 2024-25 et je tiens d'abord à remercier pour le rapport financier, leur soutien, nos partenaires de la série, les sociétés Apellis, Astellas, Biogène et Roche. Notez que tout le contenu de nos conférences est toutefois exempt d'influence externe et que l'ensemble du contenu est conçu par la QDM et en fait par les intervenants dans nos conférences. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement. Il y en a plusieurs ici qui ont participé à plusieurs de nos conférences. Donc, dans la première demi-heure, nos panélistes, Dr. José Falardeau et Mme Hélène Thibodeau, vont répondre à vos questions. Je vais vous expliquer comment on va le faire par la suite. Et après la première demi-heure, où on a pris les questions qu'on a reçues lors de l'inscription, je vais regarder les questions en direct qui arrivent et dans la mesure du possible, on va répondre à ces questions additionnelles. Donc, pour poser des questions, vous avez un icône qui s'appelle Q et R et non pas le chat ou discussion. C'est dans questions-réponses Q et R que vous posez vos questions et que je vais les voir entrer au fur et à mesure. On a toujours beaucoup de questions, c'est normal, au sujet des traitements et des suppléments vitaminiques dans nos conférences. J'aimerais noter que, évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions et tout ce qui concerne les traitements, on laisse la possibilité aux ophtalmologistes et aux spécialistes de la rétine de répondre à ces questions-là. Je vous réfère à la conférence très intéressante du 11 février 2025 de Dr. Marc-André Réaume, chirurgien de la rétine, qui a parlé des traitements et des suppléments vitaminiques. Vous avez cette information-là, accès aux vidéos à partir de notre site web et euh, également notre chaîne YouTube. Et il y a une série d'autres conférences sur l'adaptation à la perte visuelle, etc. Donc, je vous présente nos deux invités ce matin. D'abord, Dr. Josée Falardeau, qui est optométriste. Elle a été à la tête d'une clinique d'optométrie à Val-d'Or durant plus de 30 ans. Elle a également fait preuve de beaucoup d'humanisme dans sa vie en participant à plusieurs cliniques d'optométrie dans des pays en développement pour aider les populations défavorisées. Depuis l'an dernier, elle est semi-retraitée, mais elle fait toujours du dépannage dans des cliniques du centre du Québec, où elle a élu domicile pour se rapprocher de ses filles et de son petit-fils, maintenant âgé de 3 mois, en date même du 7 mai. Donc, on célèbre ça avec notre conférencière. Elle est aussi l'optométriste conseil de la QDM et on l'en remercie infiniment. Vous avez pu lire ses articles dans notre bulletin et sur notre site web et nous avons le bonheur de l'avoir aussi comme collaboratrice pour nos conférences. Notre autre panéliste conférencière ce matin est Mme Hélène Thibodeau, que vous connaissez certainement, qui a donné beaucoup de conférences pour nous en ligne et à différents endroits en présence au Québec. Elle est une gestionnaire d'expérience, maintenant retraitée, qui a occupé des postes de direction, de vice-présidence des opérations et de direction générale dans le domaine du transport de personnes au public et au privé. Elle-même atteinte de dégénérescence maculaire sèche et humide, Hélène a été présidente de notre conseil d'administration pendant 2 ans. Et merci beaucoup, Hélène. Elle poursuit sa collaboration à la fois en donnant des conférences et en écrivant des articles dans notre bulletin d'information. Notez, elle est aussi mère et grand-mère, ce qui est aussi certainement très important dans sa vie. Notez que cette conférence sera enregistrée et disponible sous forme de vidéo sur notre site web et sur notre chaîne YouTube d'ici la prochaine semaine. Et les gens qui sont inscrits à la conférence vont recevoir un courriel d'ici normalement mardi prochain ou plus tard mercredi prochain avec le lien pour écouter la vidéo. Donc la vidéo va être disponible en tout temps. Vous pouvez la partager également. C'est un moyen d'information très, très intéressant. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à nos invités. La façon dont on va fonctionner, c'est qu'elles ont reçu vos questions, elles se sont partagées en grands blocs
d'informations, les différents points, en essayant de regrouper le plus de questions possibles dans leur bloc. Donc, pendant la prochaine demi-heure, on va fonctionner comme ça. Hélène et José, docteur Falardeau, vont répondre à tour de rôle, vont intervenir à tour de rôle selon les blocs. Donc, la première qui prend la parole, c'est Madame Hélène Thibodeau. Donc, Hélène, je te cède la parole avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvie. Euh, Est-ce qu'on a la diffusion? Voilà. Alors, d'entrée de jeu, après avoir lu toutes vos questions, nous avons cru important de vous réitérer les grandes particularités de la dégénérescence maculaire sèche et humide. Vous le savez, la dégénérescence maculaire, c'est une atteinte de la macula et je trouvais important de situer dans l'œil pour vous la région de la macula. Dans les faits, l'œil a environ 1 pouce de diamètre et la macula autour de 5 millimètres. Alors, c'est dans cette toute petite portion-là que la maladie se manifeste. Il peut avoir aussi un peu de manifestation à l'extérieur de la macula dans la rétine, mais c'est nous, au niveau de la dégénérescence maculaire, on est principalement touché dans la région de la macula. C'est ce qui fait en sorte que notre vision devient embrouillée et distorsionnée. Je trouvais important de vous rappeler, de vous montrer un fond d'œil normal à gauche et une coupe, une vue en tranche de la rétine, particulièrement aussi la macula, avec toutes les couches importantes du fonctionnement rétinien. On voit au niveau de la choroïde, la région mauve et rouge, ça, ce sont les vaisseaux sanguins normaux qui irriguent cette région. Il y a aussi la membrane de Brooke, l'épithélium pigmentaire rétinien, qui est ni plus ni moins que le rein de notre œil. C'est cette région-là qui nettoie toute la circulation sanguine de notre œil, qui se manifeste par là. Au-dessus de ça, on a les cônes et les bâtonnets. On appelle ça les photorécepteurs. C'est vraiment ça qui fait en sorte que les images de ce qu'on voit sont développées dans notre cerveau via les photorécepteurs. Et il y a aussi la petite membrane verte là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la dégénérescence maculaire sèche se manifeste par l'apparition de drusènes dans la région située sous l'épithélium pigmentaire. Donc, vous voyez ces petits drusènes-là, ce sont des petites roches, ce sont des petits dépôts. Notre œil n'arrive plus à éliminer ces déchets-là. Et là, ça devient ondulé. C'est ce qui fait en sorte que notre vision devient embrouillée, distorsionnée, et au début, c'est très discret. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la maladie peut se manifester dans un seul œil euh, ou les deux yeux. Généralement, ça commence dans un œil, l'autre suit pas longtemps après et on ne doit pas assumer que c'est à cause de nos lunettes qu'on voit moins bien. On doit tout de suite, dès qu'on a des manifestations de vision embrouillée, consulter un professionnel de la vue, soit un optométriste ou un ophtalmologiste. Donc, au niveau de la forme humide, je vous présente encore à gauche un œil parfaitement normal, un fond d'œil normal, une vue en tranche de la rétine normale, et la forme humide, on voit, en plus des drusènes, parce que dans la forme humide, c'est une évolution de la forme sèche, c'est une complication. La forme sèche est toujours là. La forme humide, c'est notre œil qui cherche à mieux s'irriguer. Donc, notre système envoie un signal de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins-là sont anormaux, ils suintent et ils saignent. Alors, vous voyez comment
l'épithélium est de beaucoup plus soulevé qu'avec les drusènes. Et vous voyez dans le fond d'œil, il y a des taches de sang et de liquide. La particularité, c'est que une fois que les hémorragies sont débutées, que les vaisseaux sanguins anormaux s'activent, lorsque ça cicatrise, lorsque ça sèche, les photorécepteurs qui ont été soulevés se cicatrisent avec le sang et le liquide, et ça endommage la vision de façon permanente. D'où la nécessité d'avoir un traitement en urgence pour contrer la prolifération de vaisseaux sanguins anormaux. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au début, les gens ont la DMLA de forme sèche. Oui, ça peut évoluer vers la forme humide. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde qui va dégénérer jusqu'à ne plus rien voir au niveau de la vision centrale. Et l'autre bonne nouvelle, c'est pas tout le monde qui va développer la forme humide. C'est seulement 10% des gens qui ont la forme sèche qui développent la forme humide. Donc, c'est important de bien consulter nos professionnels de la vision, optométristes, ophtalmologistes, et de prendre soin de sa santé. Alors ici, j'ai illustré la forme sèche à gauche et la forme humide à droite pour vous montrer qu'au niveau de la forme sèche, les courbes, les distorsions sont plus discrètes qu'au niveau de la forme humide. La forme humide, c'est vraiment dramatique lorsqu'on se lève un bon matin et qu'on a du sang, du liquide sous la macula. On le voit immédiatement. Par exemple, moi, j'ai les deux formes. Au niveau de la forme humide, lorsque je nettoyais mon bain qui est blanc, je voyais une grosse tache rouge dans le fond du bain. Alors, c'était un signe pour moi d'aller consulter rapidement. Alors, on trouvait important là, de vous informer sur les particularités de la forme sèche et la forme humide. Donc, au fur et à mesure là, de la conférence, je pense que vous aurez d'autres questions, puis on aura la chance d'y répondre. À ce stade-ci, moi, je passerai la parole à Sylvie. Merci, Hélène. C'est une belle introduction. Là. Ça nous permet de comprendre, de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de notre œil, de nos yeux. Je vais maintenant céder la parole à Dr Falardeau, qui va parler des autres maladies qui touchent la macula. On a toujours des questions là-dessus et sur des éléments sur l'évolution, particulièrement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, comment prévenir les étapes, le ralentissement. Donc, je vous cède la parole. Dans les questions qu'on avait déjà reçues en préliminaire, il y a beaucoup de personnes qui posaient des questions sur des types vraiment très particuliers d'atteintes maculaires. J'élaborerai pas aujourd'hui dans le détail chacune de ces maladies-là parce que chacune d'elles est quand même relativement complexe. Quand on parle des autres atteintes maculaires, ben, on est toujours situé dans la région de la macula, comme Hélène l'a montré sur la rétine, mais les problématiques maculaires à ce moment-là sont créées par d'autres maladies qui peuvent être héréditaires ou reliées à certaines problématiques. Entre autres, les myopies qui sont très, très élevées. Ça va produire une dégénérescence maculaire qu'on appelle à ce moment-là myopique, qui est reliée à une myopie qui est très forte. Là, les tissus de la rétine vont s'étirer et il va y avoir des bris plutôt qui peuvent se produire au niveau de la macula. Il y a toujours une perte de fibres nerveuses, mais il n'y a pas d'accumulation de drusone comme on a pu voir. Dans certains cas, il peut y avoir aussi un développement de vaisseaux sanguins, mais c'est du cas par cas rendu là. Il y a aussi des dystrophies qui sont génétiques. Entre autres, il y a une dystrophie qui s'appelle la dystrophie vitelliforme, qui est très particulière, qui touche peu de personnes dans la population. Mais ça, c'est dû à des problématiques génétiques. Il peut y avoir des trous dans la macula où est-ce qu'il y a une perte de cellules nerveuses. Il peut y avoir une atrophie des cellules de la macula qui vont créer des cicatrices. Puis, il peut y avoir des atteintes de la macula reliées à différents médicaments. Alors,
les atteintes sont toujours dans la région de la macula. Ils vont toucher les photorécepteurs, comme on a vu tantôt. Et aussitôt qu'on touche à la macula, peu importe la pathologie, peu importe l'atteinte, euh, ça va affecter notre acuité visuelle. La macula, c'est la région de notre œil qui est la plus sensible. C'est la région centrale. C'est elle qui est la plus concentrée en cellules nerveuses. C'est elle qui nous permet de percevoir les petits détails qu'on a besoin de voir dans notre vision centrale. Alors, peu importe le type d'atteinte, ça se manifeste toujours dans les premiers stades, là, par une diminution de notre vision. Euh, comme entre autres par rapport à la dégénérescence maculaire, ben, ça va être détecté souvent au moment de l'examen. Il va y avoir des signes qui vont apparaître dans la rétine, dans la macula, des petits drosums, avant même que les gens s'en rendent compte que leur vision est atteinte. Alors, c'est pourquoi on recommande vraiment de passer des examens de dépistage avec imagerie comme l'OCT sur une base régulière, surtout s'il y en a dans la famille, peu importe le type de maladie maculaire. L'OCT, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour aller détecter les atteintes particulières au niveau de la macula. Alors, comme je disais, au niveau de l'évolution de la maladie comme telle, si on parle plus de la dégénérescence maculaire, mais ça s'applique aux autres types d'atteintes maculaires aussi. C'est vraiment du cas par cas. Ça ne suit pas de patron d'évolution précis, si je pourrais dire. On a deux yeux. Les deux yeux réagissent pas toujours de la même manière, même s'ils sont dans la même personne qui a la même hérédité. Alors, comme Hélène le mentionnait, ça peut se développer plus souvent sur un œil que l'autre, c'est ce qu'on voit régulièrement. L'évolution ne se fait pas au même rythme nécessairement sur les deux yeux. Et dans les questions, il y a beaucoup les gens se questionnent beaucoup à savoir comment la vision va diminuer, jusqu'où ça va. Euh, ben, c'est vraiment difficile à prédire pour les professionnels le rythme à laquelle ça peut aller. On peut rester stable pendant des années, puis après ça, ben, boum, il peut y avoir une petite évolution. C'est plus souvent sur un œil que l'autre, mais après ça, ça peut changer d'œil. J'ai vu ça souvent. Alors, c'est vraiment difficile dans les atteintes rétiniennes de prévoir comment l'évolution va aller. C'est en faisant les suivis régulièrement qu'on peut voir s'il y a des atteintes ou pas. Les gens, des fois, vont me dire, ça paraissait dans vos questions aussi, euh, on m'a dit que ma vision n'a pas changé, mais moi, j'ai l'impression que je vois moins bien. Fait que dans la dégénérescence maculaire, ben, on voit moins bien au départ. Ça devient plus flou dans la partie centrale. On a une diminution de notre acuité visuelle qu'on appelle. Parfois, cette acuité visuelle-là peut être améliorée en modifiant la force des lunettes s'il y a un changement au niveau de la force des lunettes. Mais il faut vraiment spécifier en deux choses. Les lunettes qui sont prescrites avec la meilleure correction possible vont essayer de vous donner la meilleure vision possible. Mais s'il y a une atteinte au niveau des cellules, de la rétine, les lunettes ne peuvent plus compenser à un moment donné. Alors, c'est pour ça que des fois, votre optométriste va vous dire, il n'y a pas de changement dans votre vision. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement dans votre prescription de lunettes. Par contre, vous avez remarqué que la vision est moins bonne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un peu d'évolution dans la maladie. L'autre chose aussi qui va se manifester, comme Hélène le disait, à cause des drosums, vu que ça ondule au niveau de la rétine, ben, l'acuité visuelle est moins bonne, mais les lettres, on dirait qu'ils deviennent croches. Et dépendamment où est-ce qu'ils sont situés dans la bosse, si je peux dire, on dirait qu'on perd des lettres ou que les lettres sautent. Fait que les choses paraissent croches, paraissent déformées. Alors, ça peut devenir difficile de suivre un texte. Et ça, les lunettes ne peuvent pas le corriger parce que, comme vous avez vu sur l'image, c'est quelque chose qui se situe à l'intérieur de l'œil. Alors, ça, on ne peut pas les enlever, les drosons, ça ne s'opère pas, ça ne s'enlève pas. Fait que les modifications rétiniennes qui sont provoquées par ça vont directement affecter la qualité de la vision, même si la prescription des lunettes n'a pas changé. Euh, Ça affecte aussi, comme ça affecte les photorécepteurs, les drosums, ça change la sensibilité au contraste. Alors, les gens qui sont atteints de dégénérescence maculaire ont besoin d'avoir plus de lumière pour bien voir, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière non plus pour pas que ça crée d'éblouissement. Alors,
faut bien s'éclairer quand on fait quelque chose, mais pas avoir d'éclairage direct dans le visage. Alors, la sensibilité au contraste, c'est quelque chose qui va diminuer, que ça diminue avec l'âge naturellement, mais plus particulièrement quand il y a une atteinte au niveau de la macula. Aussi, s'il y a une atteinte au niveau d'un œil plus que l'autre et qu'il y a vraiment un gros écart entre les deux yeux, mais là, à ce moment-là, notre vision en 3 dimensions peut être perturbée. Parce que pour qu'on voit bien en 3 dimensions, pour bien juger nos distances, nos deux yeux doivent être relativement semblables. Ça veut dire qu'ils doivent donner une vision assez similaire, les deux. Mais si les deux ont trop, un très gros écart et qui travaillent plus bien ensemble, alors ça peut affecter directement notre perception des distances et notre vision en 3 dimensions. Alors, au fur et à mesure que la maladie évolue, ben, on perd de plus en plus la vision centrale, ça s'efface de plus en plus et ça devient comme un nuage central. Alors, on perd notre champ de vision central, mais pas le champ de vision périphérique. Alors, à ce moment-là, on peut continuer de se déplacer en regardant bien sur les côtés, mais c'est toujours, l'atteinte demeure toujours dans la même zone de l'œil. Fait que des fois, les gens vont me demander, est-ce que je vais devenir aveugle? Est-ce que je vais perdre complètement la vision? Non, parce qu'on garde notre champ de vision périphérique. Par contre, ces cellules-là sont pas aussi utiles, euh, ils ne travaillent pas de la même manière que la vision centrale, alors ne sont pas aussi précises que la vision centrale. Le nuage qu'on a en vision centrale, des fois, on a une autre problématique qui apparaît avec l'âge aussi qui s'appelle les corps flottants qui vont créer aussi un nuage dans la vision au niveau central. Alors, quand on a de la dégénérescence maculaire et qu'on a un corps flottant, les deux nuages peuvent se superposer et là, ça devient encore plus dérangeant. Les corps flottants ne sont pas du tout reliés à la dégénérescence maculaire. Ça peut apparaître chez tout le monde, qu'il y ait une condition de pathologie ou pas. Les deux ont aucun lien. Par contre, si on a déjà de la dégénérescence et qu'on a un corps flottant, ben, le corps flottant, lui, il est intermittent. Ça crée un nuage intermittent. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours là et qu'il se déplace, alors que la dégénérescence maculaire, le nuage est toujours central. Pour qu'on puisse mesurer, on a un outil où est-ce qu'on peut utiliser à la maison une fois qu'on a eu un diagnostic de dégénérescence maculaire. Ça s'appelle la grille d'Amsler. Et en utilisant cette grille-là à la maison, on peut se faire un autocontrôle. Fait que la grille, on peut l'utiliser à chaque semaine, à chaque 2 semaines. On la garde dans un endroit où est-ce qu'on peut la voir facilement. La manière de l'utiliser, c'est un œil à la fois. On l'a dit, la maladie ne touche pas les deux yeux pareil. On l'utilise un œil à la fois en portant nos lunettes de proche si on a besoin de lunettes pour lire. Si on n'a pas besoin de lunettes pour lire, on n'en met pas. Mais si on a besoin de lunettes pour lire, on doit porter nos lunettes. On bloque un œil comme ça et on regarde le point central dans le milieu. On regarde toujours le point central et on s'assure que les lignes à l'intérieur du quadrillé sont droites. S'ils sont croches, ben, c'est parce qu'il y a des drosones et s'ils disparaissent, c'est parce que là, on commence à perdre certains photorécepteurs qui travaillent moins bien. Alors ça, c'est une manière de s'autocontrôler. Alors, on le fait avec un œil et ensuite, on cache l'autre œil. Et si on voit des changements importants dans notre grille d'Amsler qui apparaissent rapidement, on doit consulter très vite. Ça veut dire qu'il y a une évolution au niveau de la dégénérescence maculaire, soit la forme sèche qui s'accentue ou la forme sèche qui devient humide et on doit intervenir très, très rapidement. Alors, c'est la manière d'utiliser la grille d'Amsler qui peut être un outil très, très intéressant pour votre autocontrôle. Euh, Cette grille-là, si vous voulez l'avoir, elle est disponible sur le site web de la QDM. Alors, vous pouvez vous l'imprimer puis la garder dans un endroit facile d'utilisation. Si on veut prévenir l'évolution de la maladie, OK, si on veut faire quelque chose, on sait la maladie, c'est relié à l'âge, c'est relié à l'hérédité, ce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dans les différents facteurs de risque qui existent et où est-ce qu'on peut intervenir, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Fait que dans l'hygiène de vie, on dit de ne pas fumer, d'avoir une protection contre les rayons ultraviolets quand on va à l'extérieur. Alors, on porte des lunettes de soleil. Par contre, il ne faut pas les porter, il ne faut pas avoir des lunettes de soleil trop foncées parce on va assombrir notre vision et on va nuire au contraste.
J'ai déjà fait un article dans un bulletin précédent où est-ce qu'on parle des lunettes de soleil. Alors, je vous y réfère pour avoir plus de trucs. L'alimentation est super important aussi. Beaucoup de légumes verts, les vitamines. J'élaborerai pas tant sur les vitamines reliées à la dégénérescence maculaire, comme on l'a dit, le docteur Héréon m'en a déjà parlé. Il y en existe plein de sortes de vitamines dans la vie, mais il y en a deux principales qui sont vraiment conçues pour la dégénérescence maculaire. Il y en a une qui s'appelle le Vitalux Arred et l'autre s'appelle le Préserve Vision. C'est en vente libre en pharmacie. Il faut prendre toujours 2 comprimés par jour. Et on prend ces vitamines-là si on a eu un diagnostic de dégénérescence maculaire. Si on n'en a pas, puis on veut juste se protéger, ça ne sert à rien de prendre ça. Alors, si on a eu un diagnostic, on a des drusums, on peut prendre ces vitamines-là et ces deux-là ont exactement la même formulation. Des fois, il va y avoir de l'oméga 3 à l'intérieur, mais ce n'est pas prouvé nécessairement que l'oméga 3 a un rôle de protection. Mais ces deux vitamines-là ont tous les ingrédients qu'il faut puis qui ont participé à un paquet d'études pour prouver qu'ils ont un certain rôle préventif pour essayer de prévenir l'évolution de la maladie. Dans l'hygiène de vie, c'est de faire de l'exercice régulièrement, de prendre des marches, puis c'est ça, d'avoir une bonne alimentation. Fait que grosso modo, au niveau de la prévention qu'on peut faire, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Falardeau. On va passer à un autre bloc, une question qu'on a très souvent. Là, on a la chance d'avoir une patiente, une personne qui a la dégénérescence maculaire humide. Hélène, tu vas nous parler un peu de ton parcours, mais surtout en essayant de répondre aux questions des gens sur qu'est-ce qui arrive quand on a un diagnostic de dégénérescence maculaire humide et qu'on a des injections. Essayer de dédramatiser un peu, j'imagine, la situation et faire comprendre l'importance des injections. Merci Sylvie. Oui. En fait, pour la petite histoire, j'ai la dégénérescence maculaire sèche depuis environ 12 ans. Et il y a 6 ans, j'ai développé la forme humide. Alors, il y a 6 ans, j'ai développé la forme humide. Ça, c'est 72 mois. À date, j'ai reçu dans mon œil droit 83 injections. Donc, ça veut dire que souvent, j'en ai eu plus qu'une par mois. Et dans l'œil gauche, qui est arrivé beaucoup plus tard, j'ai reçu 33 injections. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça l'est parce que c'est plutôt rare. Mon médecin me dit toujours, le médicament fonctionne, mais j'ai besoin de plus de médicaments que les autres patients pour contrôler l'activité de la maladie, c'est-à-dire empêcher les vaisseaux sanguins anormaux d'apparaître. Et ça fonctionne parce que depuis 6 ans, j'ai gardé la même acuité visuelle. Alors, je me croise les doigts et je suis très reconnaissante envers mon médecin traitant. Maintenant, quand on se fait dire, OK, tu as la DMLA forme humide, tu dois recevoir des injections, c'est extrêmement inquiétant. On a peur. Depuis notre enfance, on se fait dire, fais attention à tes yeux, protège tes yeux, t'accroches ton œil un petit peu, ça fait mal. La cornée, c'est très, très sensible, c'est très innervé, donc c'est très sensible aux irritations et à la douleur. Et il faut comprendre qu'une injection, c'est un traitement. Et lorsqu'un médecin nous dit qu'on a besoin d'un traitement, bien, la première chose à faire, c'est de l'accepter sereinement. Ce n'est pas facile. J'avais très peur, mais c'est ça où je perds ce qui me reste d'acuité visuelle. Alors, le choix est facile à faire. Maintenant, comment moi je fais pour me préparer? Ben, pour les premières injections, j'avais pas d'expérience. J'ai dû me fier totalement à mon médecin, mais j'ai été chanceuse. Je pense que je suis tombée sur un rétinologue extrêmement humain, compétent. Alors, il m'a dit la première fois, ne t'inquiète pas, je vais te guider tout au long du processus. Ça veut dire quoi, me guider? Ça veut dire me parler au fur et à mesure qu'il accomplissait une tâche dans le processus de donner l'injection. Et ça, c'est important parce que
on s'assoit par exemple sur une chaise, une table d'examen, si on se fait pas dire qu'est-ce qui va arriver? Ben là, c'est plus inquiétant, on relaxe pas, on se crispe. Alors, le fait de savoir ce qui était pour arriver tout au long du processus, ça aide beaucoup. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre médecin. Si vous apprenez que vous avez besoin d'injection, ben dites-lui, est-ce que vous allez me dire tout au long du processus que vous allez faire, comment ça va fonctionner? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une clinique à une autre, d'un médecin à un autre, le protocole peut être différent. Mais différent, oui, mais en bout de ligne, le protocole est là pour préparer l'œil à l'injection, c'est-à-dire l'anesthésie locale, désinfecter l'œil. Il y a toujours des gouttes d'iode ou d'un tout autre désinfectant là, reconnu et utilisé. Il y a aussi des gouttes pour dilater l'œil parce que moi, mon médecin procède aussi à un examen visuel du fond d'œil. Puis, il y a la possibilité aussi pour le rétinologue ou l'ophtalmologiste d'utiliser un écarteur ou pas. Au début, mon médecin utilisait un écarteur. Au fil des mois, il a cessé de l'utiliser, pas seulement pour moi, mais pour tous ses patients. Et ça, je dois avouer que ça a été un grand soulagement pour moi. Je détestais vraiment avoir un écarteur dans l'œil. Je le sentais, c'était vraiment pas confortable. Euh, alors, ce qui est important de faire, c'est de s'abandonner au traitement, se soumettre au traitement. Et ma petite recette à moi, ben, c'est que en plus d'avoir la forme humide, j'ai aussi les yeux secs. Donc, 2, 3 jours avant mes injections, j'irrigue mes yeux plus souvent. Je vais mettre des gouttes pour les lubrifier. J'utilise les gouttes sans agent de conservation parce qu'aussi, il y a certaines gouttes qui sont de moins bonne qualité ou qui ont des agents de conservation qui peuvent aussi être un irritant pour l'œil. Alors, j'utilise ces gouttes-là, puis j'irrigue mes yeux. Puis, souvent, la nuit, je vais mettre une petite pommade, un onguent, si je sens que mes yeux sont pas bien lubrifiés. Et ça, je me prépare à ça. Et aussi, ce que j'ai trouvé comme recette, et ça, c'est très, très personnel, avant de partir de chez moi, je prends 2 Tylenol. Ça me calme. Et est-ce que c'est douloureux recevoir une injection dans l'œil? Est-ce que c'est douloureux recevoir un vaccin dans le bras? Oui, on sent la piqûre dans le bras, mais dans l'œil, on la sent un peu plus. On sent un peu plus de pression. Ça dure pas longtemps, mais on le sent quand même. Alors moi, je trouve que les Tylenol m'aident beaucoup. Et en même temps, ça me détend. Souvent, des Tylenol vont me faire dormir. Donc, c'est une petite recette que j'ai trouvée qui, moi, m'aide beaucoup. Et lorsque je reviens chez moi par la suite aussi, j'en prends 2 autres. Et est-ce que ça fait mal après? Oui, ça fait mal après parce qu'on a reçu dans notre œil toutes sortes de gouttes. Notre œil peut être irrité, mais c'est pas tout le monde qui a la même douleur. C'est pas tout le monde qui a la même sensibilité aux produits. Moi, j'ai déjà une sensibilité plus grande parce que mes yeux à la base sont secs. Donc, en revenant chez moi aussi, je peux lubrifier mes yeux. Je peux en mettre aux 15 minutes. Mon médecin m'a dit, mais en tant que tu veux, même on peut mettre les gouttes au réfrigérateur pour qu'elles soient un peu plus fraîches. Ou je prends un petit verre, je mets de la glace dans le fond, je mets mes petites gouttes par-dessus, puis ça réduit de beaucoup la douleur et la sensation de brûlure. Ça peut durer environ une douzaine d'heures. Donc, je préfère aller pour mes injections le matin parce que j'ai toute la journée pour lubrifier mes yeux. Et donc, pour la prochaine nuit, ben, je peux mieux dormir parce que mes yeux sont plus confortables. Autre chose aussi que vous devez faire si vous avez les yeux sensibles, ou même que je pense qu'il devrait être fait d'emblée, c'est avant de quitter, demander à votre médecin ou au technicien ou à l'infirmier, infirmière de bien nettoyer vos yeux, de bien rincer vos yeux pour enlever
tous les résidus de gouttes qui étaient dans vos yeux au moment de l'intervention. Par la suite aussi, il y a d'autres petits symptômes qui peuvent se manifester. Moi, personnellement, j'ai un léger mal de tête. Je sens un peu de congestion au niveau de mes sinus. Je pense que c'est normal, Josée, parce que ça travaille tout ensemble, les yeux, hein, les Absolument. allergies, les irritations. Oui, puis c'est musculaire aussi, il y a des contractions musculaires au niveau de tous les muscles du Ah visage. ouais, ouais. Alors, quand je me lève de la chaise, après avoir reçu mes injections, je me dis, oh mon Dieu, cette odeur-là, cette sensibilité-là, à chaque mois, ça revient. Je l'aime pas, ça m'incommode, mais c'est le prix à payer pour préserver ma vision. Puis je pense que les Tylenol doivent m'aider un peu à supporter ça, à subir tout ça. Hélène, je m'excuse parce que je vois le temps, là, je suis le maître du temps, OK, donc parfait. si Ben, tu j'avais peux fini. conclure. OK. J'avais fini, là. Toujours un Euh, peu, c'est toujours ouais, un peu ouais, ouais, très c'est ça. fier d'avoir terminé l'intervention parce que OK, on a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus, mais merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience très précieuse. On ouais. va passer au prochain bloc qui est une question qu'on a aussi beaucoup, les outils pour la basse vision, les outils technologiques et la réadaptation. Vous mentionnez tantôt on a fait des conférences sur la réadaptation, particulièrement là, avec des ergothérapeutes, avec des spécialistes de la déficience visuelle qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais en gros, là, par rapport aux questions qui ont été posées, Docteur Falardeau, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dans une dernière conférence faite par Sophie Lévesque, Sophie mentionnait, elle travaille en centre de réadaptation, Sophie mentionnait que si les gens ont des besoins par rapport à leur autonomie, par rapport à différents services, ben, ils peuvent toujours consulter en centre de réadaptation. Par contre, pour avoir des aides optiques, loupe, télescope, lunettes, tu sais, peu importe vraiment une aide visuelle, ben, pour être éligible à ces aides-là dans les centres de réadaptation, ça prend une acuité. Il faut être référé par son professionnel, son optométriste, son ophtalmologiste. Puis ça prend une acuité visuelle minimum pour être considéré comme handicapé visuel, qui est une acuité visuelle qui est très, très basse. Alors, l'accessibilité au service est là, mais aux aides optiques sans frais remboursés par le gouvernement, ça prend vraiment une diminution d'acuité visuelle importante. Alors, au départ, moi, ce que je recommanderais aux gens, c'est d'en parler avec leur optométriste, d'avoir la meilleure lunette possible avec la dernière prescription qui a été mesurée, que la lunette soit le plus efficace possible pour essayer de donner la meilleure acuité visuelle qui est possible. Ensuite, moi, j'ai recommandé souvent les gens qui font beaucoup de lecture, des travaux manuels, des petites choses en vision rapprochée, d'avoir une lunette spécifique pour la vision de proche, plutôt qu'utiliser un foyer régulier avec une ligne ou même un foyer progressif. On utilise vraiment une lunette qui est spécifique pour la tâche de proche. Et là, on peut mettre la correction un petit peu plus forte qui donne un peu un effet de loupe qui fait grossir les caractères un petit peu plus gros. Fait que ça peut être important, intéressant d'avoir une lunette vraiment bien adaptée juste de proche. Après ça, l'outil le plus efficace, ben, c'est une loupe. Fait que si on a une vision qui est déformée, qui nous manque des lettres, ben, c'est clair que si on utilise une loupe, on va avoir quand même des trous, des choses déformées, puis même ça va paraître des fois un peu plus gros, mais ça fait juste grossir un peu plus. Si on veut plus de grossissement dans notre loupe, par contre, les loupes sont plus petites, on perd du champ de vision. Puis une autre chose que je trouve intéressante, moi, au niveau des loupes, c'est d'avoir une lumière, avoir une loupe avec une lumière. C'est un peu plus dispendieux, mais c'est tellement plus efficace. On a besoin d'une bonne lumière, de bien éclairer ce qu'on fait quand on a la dégénérescence maculaire. Et il existe même des loupes pour ceux qui ont moins de dextérité. Il existe des loupes sur pied. Alors, moi, je commençais par en parler à mon optométriste, s'ils ont un service optique, s'ils offrent des loupes, des choses comme ça. Puis, dépendamment des régions, ben, dans les régions, des fois, il y a certaines boutiques qui vont vendre du matériel adapté là, à différentes problématiques, dont
dont les loupes. On peut en trouver en ligne. Fait que c'est des questions qu'on a beaucoup. J'ai malheureusement pas beaucoup d'informations de plus à donner aujourd'hui. Peut-être que c'est quelque chose sur lesquels on pourra revenir. Puis avec la technologie d'aujourd'hui, l'utilisation des iPhones, des iPads, où est-ce qu'on peut prendre des photos des textes qu'on a à lire, ou est-ce qu'il y a des petites écritures et que là, on grossit. Mais on a quand même plus facilement accès à cette technologie-là aujourd'hui. Si les gens sont plus âgés, que c'est moins facile pour eux, peuvent demander à leurs enfants, peuvent demander. Alors ça, c'est des outils qui sont vraiment intéressants à utiliser pour faciliter ou grossir à tout le moins là, ce qu'on a besoin d'utiliser, là. Fait que, on pourra peut-être développer un peu plus là, au niveau des différents outils, là. Mais les outils sont là pour essayer de donner de l'autonomie le plus possible. C'est des questions qui reviennent ça aussi. Est-ce que je vais être capable de garder mon autonomie? Est-ce que je vais être capable de fonctionner? Ben, les outils sont là pour ça, essayer de donner de l'autonomie le plus possible. Puis les centres de réadaptation, oui, il y a la vision, mais il y a toute l'adaptation que les ergothérapeutes ou les travailleuses sociales pour essayer d'améliorer l'environnement pour rester à domicile le plus possible et garder notre autonomie. C'est là que les centres de réadaptation aussi sont intéressants pour adapter notre fonctionnement. Puis plus vite on va utiliser les différents outils, que ce soit les aides optiques ou les outils de fonctionnement à domicile, avant que la dégénérescence soit trop avancée, plus vite on développe des nouveaux mécanismes de fonctionnement, plus ça devient facile et plus on va garder une autonomie. Ça serait une de mes premières recommandations, d'utiliser rapidement, trouver rapidement des moyens pour s'aider. Merci beaucoup. Juste un complément d'information là-dessus. Euh, Avant de pouvoir avoir accès aux aides visuelles des centres de réadaptation, beaucoup de gens ont une perte visuelle qui n'est pas celle qui est ce qu'on appelle la cécité légale, là. Donc, il y a la fondation INCA qui a sur son site web une boutique en ligne, qui a aussi ce qu'on trouve sur leur site, le centre mieux vivre ou mieux être, là, avec un conseiller qui peut donner un peu d'informations. Parce que parfois, c'est un peu difficile. Les optométristes basse vision, les opticiens basse vision au Québec, on n'est pas rendu là. Il y en a très, très, très peu, malheureusement. Mhm. Et l'accès au centre de réadaptation, des fois, ça peut prendre 18 mois si on se qualifie, surtout pour les aides optiques. Donc, l'INCA, la boutique en ligne de l'Institut Nazareth et Louis Braille à Montréal, celle de l'Institut de réadaptation de Québec sont aussi des sources. Euh, donc, ben, merci. Écoutez, le temps passe. Il reste une dizaine de minutes pour les questions. On a reçu quelques questions. Je vais vous les poser en rafale, donc il faut répondre rapidement. Juste avant ça, je vais toujours poser des questions. Notamment, je vais quand même dire là, que pour le nouveau traitement Eylea 8 mg, qui est maintenant un nouveau produit qui est injecté pour la dégénérescence maculaire humide, pour le nouveau produit équipement médical de la société Macumira, qui est un équipement médical autorisé au Canada. Quelqu'un me pose des questions là-dessus. Je vais vous référer à notre conférence du 11 février 2025 où Dr. Réon m'a donné beaucoup de détails là-dessus et à notre article dans le dernier bulletin Printemps 2025 qui mentionne aussi ces nouveautés notamment. Donc, ici, on a une question de Ginette sur la vision excentrique. Il y avait une autre question là-dessus aussi. Ginette a écouté un webinaire de la Macular Society, qui est une société, non, qui est une organisation, un groupe qui aide les patients au Royaume-Uni. Excellente source de référence qu'on a d'ailleurs mis dans notre centre de ressources sur notre site web. Elle a écouté une conférence sur le, le biomimetic scrolling. Alors, des techniques, là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent. Est-ce que la vision périphérique, je sais que notre conférencière, pas docteur Lévesque, mais Sophie Lévesque l'avait mentionné, la vision périphérique, ça dépend vraiment de son contexte, pas pareil pour tout le monde. Docteur Falardeau, avez-vous quelque chose à dire de plus là-dessus? Ou sur la technique dont on parle ici? Ben, la technique comme telle, je la connais pas. Puis on m'a déjà demandé, parce qu'on a déjà parlé d'une autre conférence, ça, de stimuler notre vision, d'utiliser notre vision périphérique.
C'est pas nécessairement évident ça, hein, parce qu'on a deux yeux, puis là, quelle périphérie qu'on utilise avec un œil puis avec l'autre. Fait que s'il y a des sites comme ça, où est-ce qu'ils ont des exercices qu'ils peuvent faire, moi, je recommande fortement aux gens de les utiliser, ils n'ont rien à perdre. La vision excentrique, les cellules, la rétine périphérique est beaucoup moins concentrée en cellules nerveuses. Alors, on s'entend que on perçoit des mouvements, on va percevoir des choses avec notre vision périphérique, sauf que pour lire certaines affaires ou lire un petit texte ou lire des choses, on peut pas l'utiliser nécessairement pour ça. Alors, ce qui est important, c'est de faire un balayage de nos yeux quand on essaye de lire quelque chose, parce que comme je disais, il y a des trous, il y a des ondulations, puis si on arrive là-dessus, ça déforme tout. Alors, quand on prend un mot, ben, on fait un balayage avec nos yeux pour essayer de. Puis c'est pas ce qu'on est habitué de faire dans la vie de tous les jours. On est habitué de fixer. Alors, s'ils peuvent donner des exercices, eux, pour aider à mieux utiliser la vision périphérique, tant mieux. Mais notre rétine périphérique, c'est pas notre rétine centrale. Fait qu'il faut pas s'attendre à avoir la même vision. Mais plus on l'utilise, plus on garde notre autonomie et on est capable de se déplacer à ce moment-là. Tu sais, c'est assez pour voir les gros objets puis de percevoir les mouvements, là. C'est ça qui est important. Merci. Une autre question ici de Marité, qui a la dégénérescence maculaire depuis plusieurs années. Elle a eu aussi une greffe de cornée. Donc, elle consulte à chaque année son optométriste et son ophtalmologiste. Je présume, parce que je pense qu'il y a une spécialité ici, hein, pour la cornée. C'est Absolument. une autre spécialité que la dégénérescence maculaire. C'est pas une même Exact. maladie. Donc, elle demande quand est-ce qu'on consulte un rétinologue? Parce qu'on parle souvent ici des rétinologues. Là. Quand est-ce qu'on le chirurgien de la rétine ou le rétinologue entre en action dans notre cas? Ben, euh, je l'ai mentionné, c'est aussi c'est dans le bulletin qui vient de sortir, là, Oui, l'accessibilité. Ben, c'est quoi un optométriste, un ophtalmologiste, un rétinologue, tout ça. Le rétinologue, c'est un ophtalmologiste qui a une spécialité en rétine, alors il est en mesure de traiter toutes les maladies des rétines. Cependant, les rétinologues sont peu facilement accessibles. Alors, on ne peut pas demander un rendez-vous avec un rétinologue, OK? Un patient ne peut pas accéder à un rétinologue sans référence. L'optométriste va d'abord référer à un ophtalmologiste généraliste. Il y a des ophtalmologistes généralistes qui prennent en charge très bien la dégénérescence maculaire. Bon, la humide, sont aptes à faire les injections et tout ça. Il y a dans des grands centres où est-ce que là, ben, quand c'est des cas plus spécifiques de dégénérescence maculaire, où est-ce qu'ils vont référer à un rétinologue, surtout si les personnes ont besoin d'injections. Une dégénérescence maculaire sèche n'a pas besoin d'être suivie par un rétinologue. Il n'y a pas de traitement possible. Alors, ça peut être suivi par l'optométriste. Ça peut être aussi, si c'est avancé, ben là, l'optométriste va référer à l'ophtalmologiste. Mais le rétinologue va intervenir seulement s'il y a des problématiques spécifiques. Puis c'est pas dans tous les centres, malheureusement, qu'il y a des rétinologues. Là, on tombe en surspécialité, là. parfait. Je réponds moi-même à une question ici parce que c'est juste un point d'information. Pierre-Paul demande, j'aimerais entendre parler de l'atrophie géographique, qui est la forme avancée de dégénérescence maculaire sèche. On a fait une conférence spécifiquement là-dessus en janvier 2024, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je réfère Pierre-Paul à cette conférence de Dr Marc-André Réaume. Une autre question qu'on a souvent ici, il me reste deux questions que je peux poser dans le temps que j'ai. La première, cataracte et accélération de la dégénérescence maculaire. Faut-il penser qu'il y a un risque d'accélération de la dégénérescence maculaire quand on est opéré pour les cataractes? C'est un des risques quand on opère. C'est pas contre-indiqué d'opérer une cataracte quand on a une dégénérescence maculaire. Par contre, toute chirurgie intraoculaire, dont la chirurgie de cataracte, déclenche de l'inflammation intraoculaire qui peuvent atteindre la macula, même chez quelqu'un qui n'a pas de problème maculaire, ça peut déclencher des problèmes maculaires. Alors, quelqu'un qui a déjà une dégénérescence maculaire, le chirurgien doit de prendre beaucoup de précautions et s'assurer que la dégénérescence maculaire est assez stable. Si la dégénérescence maculaire est humide et qu'il y a des injections et que la personne est en traitement, je ne crois pas que le chirurgien va favoriser à ce moment-là une chirurgie de cataracte. Il va vouloir stabiliser la rétine au départ parce que oui, il y a un risque que ça fasse augmenter. C'est pas contre-indiqué,
mais il y a un certain risque. Alors, les chirurgiens doivent être très prudents dans leur approche. Merci. Je vais conclure, c'est l'été là, qui s'en vient, donc on a toujours des questions sur les lunettes soleil, la protection du soleil, faire attention à sa rétine, notamment le soleil, les rayons ultraviolets sont un risque pour tout le monde, particulièrement pour les gens qui ont les yeux plus clairs. Je suis moi-même un exemple d'accélération de dégénérescence maculaire à cause du soleil. Donc, on parle ici, quelle sorte de lunettes soleil? Est-ce qu'on les utilise quand il fait ça? Tu sais, quand est-ce qu'on les utilise? C'est nuageux? Est-ce qu'il y a des moments où c'est pire que d'autres? Quelles sont les bonnes lunettes soleil? Les lunettes progressives où ça teinte? Est-ce que c'est bon, etc. Donc, on a déjà parlé de ça auparavant. On en a parlé. On a un article là-dessus dans notre bulletin, je pense, l'été, au Printemps printemps, automne 2024. 2024, je pense. Ouais. Mais je vais vous laisser, puis en conclusion, parler de ça parce qu'effectivement, ça revient tout le temps. C'est super important, là, les lunettes de soleil de qualité et le chapeau, j'imagine. Alors, je vous laisse la parole. Absolument. Au niveau de la qu'on doit se protéger, c'est les rayons ultraviolets du soleil. C'est ça qui est dommageable. C'est ce qui se rend au niveau de la rétine et c'est ce qui endommage les cellules nerveuses rétiniennes. Des rayons ultraviolets, il y en a toujours, toujours. 365 jours par année, que ce soit l'été, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, il y a toujours des rayons ultraviolets à l'extérieur. Avec la diminution de la couche d'ozone, il y en a encore plus. Et quand il fait très soleil, que ce soit, c'est pas une question de température, c'est une question de rayonnement de soleil, que qu'il fasse moins 30 avec un gros soleil l'hiver ou qu'il fasse plus 30 avec un gros soleil l'été, c'est le même rayonnement ultraviolet. Ça va pas avec la température. Alors, on a autant de rayonnement ultraviolet l'hiver que l'été. Fait que plus il fait soleil, plus il y a des rayons ultraviolets. Si on est dans un environnement réfléchissant sur la neige, sur l'eau, sur le sable, sur les véhicules autour, sur la route, aussitôt qu'il y a un environnement réfléchissant, ben, les rayons ultraviolets rebondissent, puis il y en a plus qui arrivent à l'œil. Alors, quand c'est nuageux, il y a encore des rayons ultraviolets, mais il y en a un peu moins, alors ça peut créer moins de dommages, mais il y en a toujours. Fait qu'on devrait toujours se protéger contre les rayons ultraviolets. Si on fait une petite sortie à l'extérieur, puis on revient, puis si on reste quelques minutes à l'extérieur, c'est pas très grave. Mais à partir du moment où on est plus d'une heure à l'extérieur, tout le monde devrait se protéger. Alors, les gens qui ont une hérédité de dégénérescence maculaire ou qui sont atteints de dégénérescence maculaire devraient encore plus se protéger. Alors, le 1 heure devrait être plus court, là. Fait que les lunettes de soleil devraient être portées là, pratiquement tout le temps. C'est là que la teinte devient importante parce que dans la lunette de soleil, ce qui protège, c'est pas la teinte, c'est le filtre contre les rayons ultraviolets. Et ça, c'est transparent. À la limite, on peut avoir une lunette claire avec un filtre à 100% qui bloque 100% des ultraviolets, là. Alors, la teinte ne protège pas des rayons ultraviolets. Ça protège de la luminosité, ça protège de l'éblouissement. Alors, le choix de la teinte, il n'y a pas une teinte qui est meilleure qu'une autre. Les gens me posent cette question-là souvent. C'est quelle couleur qui va me protéger plus? C'est la protection contre l'éblouissement, la teinte, et ça dépend à quel point on est ébloui. Si on est beaucoup ébloui, il faut aller avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. Si on est moins ébloui, on va avec quelque chose d'un petit peu plus pâle. Et moi, la teinte que je recommande la plupart du temps, surtout chez les gens atteints de dégénérescence maculaire, c'est le brun. On perd de la sensibilité au contraste quand on a une atteinte rétinienne. Et le brun a un peu de jaune à l'intérieur. Euh, quand on est dans les teintes de jaune, orangé, brun, rosé, tout ça, ça aide à augmenter le contraste. Fait que ça nous donne un peu plus de contraste, ça assombrit moins notre vision, alors c'est plus confortable. Fait qu'il faut en essayer. Puis c'est important d'investir sur une bonne lunette de soleil. On peut même le faire avec notre prescription maintenant. Pour le point sur la teinte qui change au soleil, on appelle ça une transition. Le transition est super efficace pour bloquer les rayons ultraviolets en tout temps. Que la lunette soit claire, qu'elle soit un petit peu teintée, qu'elle soit beaucoup teintée, le filtre UV, lui, est là en tout temps. Fait que dans le transition, il n'y a pas de problème, la protection UV est là pour bloquer ce qui passe à travers la lentille. Dans la protection solaire, ben, c'est ce qui rentre autour aussi. Faut cacher tout le tour, d'où le chapeau, la casquette aussi qui va comme, puis notre choix de monture qui est un peu plus grand
à ce moment-là pour cacher un peu plus large. Alors, une bonne lunette de soleil, c'est un bon filtre UV. Si on va dans des grandes surfaces, en pharmacie, malheureusement, ils ont des filtres UV, ces lunettes-là, parce qu'il y a eu plusieurs études de fait là-dessus, même des lunettes à bas prix ont un filtre UV, mais c'est un filtre UV de surface la plupart du temps. Puis avec l'usage, l'utilisation des lunettes, le nettoyage, ça, ben, on ne sait plus à un moment donné le filtre, est encore là ou pas. Alors que d'une lunette de bonne qualité qu'on va avoir en boutique d'optique, en clinique d'optométrie, dans les magasins de sport, le filtre UV est mis à l'intérieur de la lentille. Alors, on sait qu'il reste là tout le temps. Fait que ça vaut vraiment la peine d'investir sur une bonne lunette de soleil, puis il y en a pour tous les prix aussi. Est-ce qu'il y a des lunettes de soleil? Oui, Sylvie, je veux juste vas-y. ajouter, concernant le filtre UV, je me Ouais. suis informée chez Costco, ce n'est pas un filtre de surface, c'est un filtre intégré. Donc, même si elle est peu dispendieuse, moins qu'ailleurs, elle est bonne. OK. OK, excellent. Est-ce que, on dit aussi, juste une petite question, mais avant, porter un chapeau à large de base, ça peut aider à couper totalement les rayons, notamment, j'imagine aussi, quand on porte pas de lunettes pour une courte période. Une sous-question qu'on a eue, les lunettes de natation, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on devrait en porter parce que il y a plus de reflets sur l'eau, on est en plein soleil, tout ça. Est-ce que ça existe, ça, des lunettes de soleil pour la natation? Peut-être que vous le savez pas non plus. Ben, dans les lunettes de natation, il y en a plusieurs qui ont une petite teinte à l'intérieur. Mais y a-t-il un filtre UV? Je suis pas sûre. Moi, la plupart du temps que j'ai vu ces lunettes-là, ils étaient utilisés en piscine. Tu sais, mais il y a des gens qui nagent en lac, là, tu sais, je comprends. Mais la plupart du temps, ils ont une petite teinte, mais je suis pas sûre qu'ils ont une protection UV. Mais de toute façon, les gens qui nagent comme ça, ils ont pas peut-être sais, oui, ça Ils reflète ont sur moins de l'eau, mais soleil il y a dans. Ouais. moins, c'est ça, il y a moins de, je pense pas que ça peut se créer autant d'impact que si tu es assis Ouais, dans un bateau à journée longue ou d'un pédalo ou de, tu sais, fait que quand tu nages puis t'es en mouvement, ben t'as pas le visage vers le soleil nécessairement, même si ça réfléchit, fait que je pense que l'impact parfait. est moins important. OK. Écoutez, le temps passe. Il reste 3 minutes avant la fin de notre conférence. Merci beaucoup, Dr. Joseph Falardeau. Merci beaucoup, Madame Hélène Thibodeau, d'avoir été conférencière pour nous. C'est toujours très intéressant, toute la connaissance que vous apportez. Et donc, on va terminer ici la conférence. Juste quelques petits points. Je vous rappelle là, que la conférence est enregistrée, que vous allez la recevoir dans un courriel. Ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir dans un courriel le lien vers la vidéo. Et la vidéo va être en tout temps à partir de notre site web ou sur notre chaîne YouTube à partir d'ici une semaine, comme l'ensemble de toutes nos conférences et de nos informations qui sont disponibles. Je vous annonce qu'on va faire une conférence, une première conférence en personne provinciale, qui va être aussi, dont une partie des interventions seront aussi disponibles à distance sur Internet et comme aujourd'hui à distance en direct. Le samedi 27 septembre, mettez ça à votre calendrier. Ça va s'appeler la journée Macula. C'est une nouvelle activité que le QDM va mettre au service de sa communauté, où on va inviter les gens qui sont atteints de dégénérescence maculaire, les gens qui les soutiennent, les professionnels de la santé qui s'intéressent au sujet, toutes les personnes de la communauté, ce qu'on appelle les acteurs dans le domaine de la santé. Donc, vous aurez plus de nouvelles là-dessus au cours des prochaines semaines, mais mettez ça à votre calendrier. Je pense que notamment la question des outils technologiques, des outils basse vision, on sait que c'est une question qui revient souvent, qu'on n'a pas beaucoup traité, où il y aura accès à ce moment-là sur place pour voir des articles et de pouvoir regarder ça de manière plus concrète. Donc, ça, on va vous parler de ça bientôt. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Si vous n'êtes pas déjà membre de la QDM, ben, si vous êtes atteint de dégénérescence maculaire, si vous connaissez des gens qui sont atteints, si le sujet vous intéresse, on vous invite à devenir membre de la QDM. C'est gratuit, facilement à partir de notre site web. On a un formulaire en ligne ou en téléphonant à notre bureau. Et avant de conclure, j'aimerais vous inviter, si vous ne le faites pas déjà, si vous souhaitez le faire, si vous en avez les moyens, de soutenir la QDM par un don.
euh, au montant qui vous est possible de donner. Ça nous aide à développer nos activités d'information, de soutien et de représentation auprès des instances gouvernementales. On a vu qu'il y a beaucoup d'évolutions sur les possibilités de ralentir la progression, peut-être un jour de guérir peut-être cette maladie dégénérative, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on peut faire pour contribuer, même financièrement, à ce que la QDM puisse jouer son rôle de porte-parole des personnes qui sont atteintes et des proches aidants, ben, tout ça, c'est un plus. Donc, vous pouvez faire un don en ligne sur notre site web, par téléphone, en nous appelant ou par chèque. Donc, au nom de l'équipe de la QDM, encore merci à nos conférencières et je vous remercie à tout le monde de votre présence. Et ben, je vous souhaite une excellente fin de journée puis un super bel été. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.